Bonjour, merci de nous rejoindre sur ce direct Instagram. Je me présente, je m'appelle Mathieu Ducroux, je suis CPE T0 au lycée Raoul Mortier de Montmorillon et je vais animer ce live. Nous allons commencer dans quelques instants. Le temps pour nos intervenants de l'Université de Poitiers de La Rochelle de nous rejoindre. Bonjour à toutes et tous, maintenant que tout le monde est connecté pour ce live dédié au concours pour devenir enseignant. Pendant l'heure qui vient, nous allons répondre aux questions que nous avons déjà reçues et celles que vous nous poserez en direct. Et d'ailleurs, nos experts, ceux qui répondront à vos questions, arrivent. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Vous êtes connectés depuis le rectorat de Poitiers, l'Université de La Rochelle et l'Université de Poitiers. Euh, je vous invite à vous présenter lorsque vous prendrez la parole et répondrez aux premières questions. Pendant ce live, nous parlerons donc de comment devenir enseignant à l'école, au collège et au lycée, et donc des différents concours qui le permettent. Je pense que tout le monde semble bien installé. C'est donc parti pour la première question. Donc la première question nous vient de Manon, qui est en M1 à l'INSPE de Poitiers. Quels sont les différents concours pour devenir enseignant? Et je propose à Monsieur Vial de prendre la parole. Je vous remercie. D'accord, donc Jean-Jacques Vial, secrétaire général de l'Académie. Donc, plusieurs concours, il y en a au moins trois. Donc, dans le premier degré, le concours de recrutement de professeurs des écoles, donc, relativement classique. Ensuite, on a sur le second degré, soit ce qu'on appelle les CAPES, donc certificats d'aptitude professionnelle à l'enseignement, donc après dans les différentes disciplines. On va trouver la même chose pour les disciplines technologiques. Donc le premier, le CAPES, c'est pour les enseignements généraux. On va trouver la même chose pour les enseignements technologiques. Et puis, on va trouver la même chose pour les enseignements professionnels dans chacune des éléments. Ensuite, à l'intérieur de chacun de ces concours, on a soit des concours externes, soit des concours internes, soit des concours troisième voie, ça dépend du statut dans lequel on est. Mais pour ce qui est de l'académie, c'est principalement, c'est même exclusivement ces trois modalités, quatre modalités de concours qui sont possibles pour intégrer le corps des enseignants. Il me semble que la réponse a été donnée. Ensuite, nous avons donc une question de Marine qui est en M1 à La Rochelle, à l'Université de La Rochelle. Donc sa question est la suivante. Comment se passe la suite après l'obtention du concours? Euh, Écoutez, pour répondre un petit peu à cette question, effectivement, c'est une question très vaste puisqu'elle concerne plein de domaines. Elle concerne l'affectation, elle concerne le stage, l'accompagnement et la formation, etc. Il y a beaucoup de choses effectivement qui sont à évoquer pour cette question. C'est des points qui seront abordés plus précisément pendant tout le live, donc restez avec nous, on va essayer d'y répondre. Ensuite, nous avons une question de Maëva qui est en M1 à l'Université de Poitiers. Est-il possible de passer le concours dans une autre académie? Les chances d'admission sont-elles différentes d'une région à l'autre? Je propose à Monsieur Vial, s'il vous plaît, d'essayer d'y répondre. Merci. Alors, il est tout à fait possible de passer le concours dans une autre académie, mais sur des concours éducation nationale, donc l'ensemble du territoire national est concerné, que ce soit sur le premier et sur le second degré. Il n'y a pas de différence territoriale. Le niveau d'exigence qui est celui de recrutement d'éducation nationale, il est identique. Et on ne peut pas considérer que dans une académie, ça serait plus facile, ce serait moins facile. Une grande partie des concours en ce qui concerne le second degré se font sur des sujets qui sont nationaux. Sur le premier degré, il y a des filtres qui sont à peu près de même nature. Donc les concours sont identiques et le niveau attendu rigoureusement le même. Après, c'est une question de choix par rapport à l'affectation, je pense surtout au premier degré. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais quand on passe un concours comme une académie dans le premier degré, on a toutes les chances d'y être affecté. Dans le second degré, c'est un petit peu différent. Et la seule différence, elle portera sur ça, elle ne portera pas sur le contenu technique. Merci, Monsieur Vial. Ensuite, nous avons une question de Bastien qui est actuellement en M2 à l'Université de Poitiers. Est-ce que je peux passer le même concours dans plusieurs académies pour augmenter mes chances de réussite? Peut-on passer la même année le concours premier degré et second degré? S'il était possible pour vous, Monsieur Vial, d'essayer de répondre aussi à cette question. Je vous remercie. Alors,
oui, on peut passer le concours. Après, il faut simplement regarder quelle est l'organisation calendaire de l'opération, parce que parfois on a des dates qui sont communes. Mais en tout cas, il n'y a rien qui empêche de passer des concours dans plusieurs académies. Et il n'y a rien qui empêche de passer dans la même académie la même année le concours du premier degré et le concours du second degré, sous la réserve que le calendrier le permette, parce que parfois les contraintes de locaux, les contraintes d'organisation ne nous permettent pas. Mais en tout cas, techniquement, il n'y a rien qui n'impose autre que ces difficultés. En fait, on peut passer le CRPE dans plusieurs académies, parce que les dates sont parfois un petit peu différentes, mais les dates des concours du second degré sont nationales. Tout à fait. Ensuite, donc, nous avons une question de Lola, qui est en troisième année de licence à l'Université de Poitiers. Sa question, c'est quels sont les diplômes nécessaires pour s'inscrire au concours enseignant? Monsieur Alamargot, s'il vous plaît, pouvez-vous nous répondre? Oui, bonjour, donc Denis Alamarco, directeur de l'INSPE de l'Académie de Poitiers. Et donc relativement à la question de Manon, eh bien, dès lors qu'on a un Master 2, deuxième année, et qu'on est lauréat d'un Master 2, quelle que soit la discipline, on peut tout à fait s'inscrire au concours de l'éducation nationale. Alors évidemment, la réussite au concours peut être conditionnée par la formation. En l'occurrence, le master MEF, un métier de l'enseignement, d'éducation et de la formation, est aujourd'hui le master qui permet d'avoir le plus grand pourcentage de réussite. Mais il ne faut absolument pas renoncer à se présenter au concours dès lors qu'on a un autre master et de fait se préparer de façon adéquate. Donc selon le parcours de licence et selon le master qu'on aura fait, pour réussir le concours, il faudra certainement travailler d'autres aspects que ce qui a pu être envisagé pendant sa formation initiale. Donc c'est une question de préparation ensuite. Merci, monsieur Lamargot. Question de Abigail, qui est en M2 à l'Université de Poitiers. Quand faut-il s'inscrire? Une fois le M2 obtenu, pardon, ou avant, pendant l'année de M2? Monsieur Geoffriot, s'il vous plaît. Oui, il faut s'inscrire entre octobre et novembre, généralement. Et cette année, plus particulièrement, les dates ont été repoussées jusqu'au 2 décembre. Donc, vous inscrivez au concours sur la plateforme du ministère. Donc, cette année, jusqu'au 2 décembre. C'est très important. Merci, monsieur Geoffriot. Jusqu'au 2 décembre, effectivement, on a plus de temps cette année. Question qui nous vient de Aurélie en M1 à Angoulême. Est-il encore pertinent de passer le concours de professeur des écoles? On entend que les contractuels seraient avantagés par rapport aux titulaires du concours. Monsieur Vial, s'il vous plaît. Alors, oui, il est très intéressant de passer le concours et non, il n'y a pas d'avantage donné aux contractuels. Le statut de contractuel est un statut qui reste un statut précaire puisque toute la fonction publique et l'éducation nationale fonctionne avec des fonctionnaires et avec des titulaires qui sont recrutés. Par contre, la situation de contractuel, elle n'est que provisoire et transitoire. Et parfois, elle n'a pas vocation à durer. Donc, il y a une question je dirais, de stabilité, il y a une question de tranquillité d'esprit qui permet de travailler sereinement et qui permet de s'inscrire dans des actions de longue durée. Ce qu'on ne garantit pas et qu'on ne peut pas garantir pour un contractuel, parce qu'on ne peut pas s'engager sur une stabilité géographique ou une stabilité dans un établissement sur une longue durée. Et ensuite, il y a tout l'intérêt à être titulaire, c'est pouvoir bénéficier de tous les avantages qui y sont accolés, c'est-à-dire évidemment en termes d'évolution en matière de rémunération, en termes de possibilités de mobilité géographique, en termes de possibilités de promotion fonctionnelle. Quand on est titulaire, on peut enseigner en collège, on peut enseigner en lycée, on peut enseigner en BTS, on peut enseigner à l'université, on peut changer d'avis, on peut revenir. Et l'ensemble est garanti par simplement la stabilité de l'emploi et la possibilité de rebondir. On peut imaginer aussi d'évoluer professionnellement vers d'autres carrières, vers des carrières d'inspection, vers des carrières de chef d'établissement, vers des carrières administratives. Tout ça, ou vers d'autres ministères. Tout ça est offert aux titulaires, ça n'est pas aux contractuels. Donc il y a réellement un intérêt à être titularisé et à être assis dans son poste, qui s'empêche en rien d'évoluer,
Et très honnêtement, dans le cadre des affectations et dans le cadre de tout ce que nous pouvons proposer aux enseignants, il n'y a pas d'avantage à être contractuel. Et je dirais même que c'est plutôt désavantageux parce qu'il y a certaines certitudes qui est permanente, y compris s'il y a à certains moments où on peut manquer d'enseignants. Il n'en demeure pas moins que cette précarité, elle pèse, et elle pèse quand elle s'inscrit dans la durée, et qu'il est beaucoup plus confortable de pouvoir travailler dans une sérénité qui est liée au statut d'enseignant. Merci, Monsieur Vial, pour votre réponse. Je vous le redis, mais n'hésitez pas à poser des questions. On est vraiment rassemblés aujourd'hui pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Donc, nous vous y invitons. Autre question, une question qui nous vient d'Angèle, qui est en M1 à l'INSPE de Niort. Quels sont les intérêts et enjeux du métier d'enseignant aujourd'hui? Que me diriez-vous pour me donner envie? Est-ce que Monsieur Vial ou Madame Bouquer pourraient répondre à cette question, s'il vous plaît? Oui, bonjour, Anne Bouquer, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique fonctionnelle en histoire et géographie. C'est une vaste question également. Je dirais que d'abord les enjeux du métier d'enseignant, qui seront également des enjeux qui vont résonner avec les épreuves de concours. Donc, pour quelqu'un qui prévoit de passer le concours, ça peut être intéressant. Il y a deux enjeux principaux au métier d'enseignant, c'est celui de la transmission et donc de la transmission des connaissances, mais aussi aujourd'hui on parle de plus en plus de compétences ce qu'un enseignant doit faire acquérir à tous les élèves en fin de scolarité obligatoire est rassemblé dans ce qu'on appelle le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc la compétence, c'est rendre les élèves capables de résoudre des problèmes, de réagir à des situations inédites, de transférer des démarches acquises dans un contexte, dans un autre contexte. Et ça, c'est vraiment un défi pédagogique qui me semble extrêmement stimulant. Et puis, l'autre grand enjeu de la mission d'un professeur aujourd'hui, c'est de faire partager les valeurs de la République aux élèves. Et ça aussi, c'est un défi qui me paraît vraiment stimulant, puisqu'il ne s'agit pas simplement de transmettre des choses, il ne s'agit pas simplement de faire apprendre par cœur, mais bien de faire partager, c'est-à-dire d'essayer de susciter l'adhésion. Et donc ça demande un investissement particulier de la part des enseignants. C'est pour cela qu'en termes d'intérêt, ce qu'on peut dire pour résumer, c'est d'abord qu'être enseignant, et tous les enseignants le disent, c'est d'abord se sentir utile. C'est un métier dans lequel on se sent utile au quotidien. C'est un métier dans lequel les élèves vous renvoient immédiatement leur plaisir d'apprendre. Quand vous voyez une lueur s'allumer dans l'œil de vos élèves, vous savez que vous avez réussi, et c'est rare les métiers dans lesquels on a ce feedback immédiat de la réussite professionnelle. Et je dirais pour terminer, c'est un métier dans lequel on peut prendre énormément de plaisir et encore une fois donner aux élèves du plaisir à apprendre. Et si je peux rajouter un tout petit mot complémentaire de ce que vient de dire l'inspectrice, c'est un métier d'avenir. Réellement, c'est un métier qui permet de construire l'avenir. C'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'avenir. On a la chance, quand on est enseignant, de pouvoir s'inscrire sur quelque chose qui va vraiment avoir de l'impact sur les élèves, sur leur fonctionnement, sur leur insertion professionnelle et sur leur avenir. Et ça, c'est une immense satisfaction de se dire qu'on a servi à quelque chose et qu'on a ouvert l'avenir à un gamin pour qui c'est pas forcément évident, pour qui il n'y a pas forcément d'évidence dans cette activité-là, et d'un seul coup, il se découvre un avenir. Et ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus gratifiant dans le métier que de se dire qu'on a apporté cet élément-là. Et cette notion d'avenir, pour moi, elle est fondamentale, parce que c'est ça qu'on construit dans le système éducatif, pas autre chose. Et cela, les élèves vous le renvoient jusqu'à la fin de votre carrière et au-delà, lorsque vous êtes enseignant retraité. Maintenant, avec les réseaux sociaux, sauf sur Instagram, vous avez d'anciens élèves qui vous contactent, qui vous racontent ce qu'ils sont devenus et qui vous remercient de ce que vous leur avez permis de faire et des horizons, effectivement, que vous avez contribué à leur ouvrir. Merci, monsieur. Merci, madame Bouquer, pour ces réponses importantes. C'est vraiment une notion de service public, je vous rejoins totalement.
Nous allons passer donc à la question suivante. C'est une question qui nous vient de Laura, actuellement en M2 à l'Université de La Rochelle, et qui nous demande quelles sont les évolutions possibles du métier d'enseignant en termes de statut et de salaire. S'il vous plaît, Monsieur Vial. Ah, en termes de statut, les évolutions, elles sont pour l'instant en cours de discussion, y compris en termes de salaire. Ce qui est en train de se dessiner au niveau national, c'est d'abord une revalorisation salariale pour l'ensemble des personnels enseignants et surtout sur le début et le milieu de carrière. La fin de carrière a déjà été réalisée et les évolutions statutaires ont été réalisées dans le cadre du précédent mandat. Donc aujourd'hui, le ministre a décidé de se focaliser plutôt sur le début de carrière et sur le milieu de carrière, parce que c'est le moment où on rentre dans le métier et où il est important qu'il y ait une attractivité. C'est un ensemble global qui aboutira à être mieux rémunéré, avec un début de carrière qui, hors prime et hors tout élément supplémentaire, permettra à un enseignant de débuter à plus de 10 euros par mois sur son bulletin de paie. Après, à cela viendront s'ajouter les indemnités habituelles que sont l'ISOE, que sont les HS et tout. Deuxième temps de l'opération, ce qui est en train de changer et qui lie à la fois le statutaire et le financier, c'est une réflexion sur l'intégration dans les missions des enseignants, avec rémunération complémentaire, de missions supplémentaires qui viendraient aider, favoriser, faire travailler et apporter un plus aux élèves. Ça peut être l'orientation, ça peut être l'insertion, ça peut être l'accompagnement du handicap, ça peut être travailler sur l'engagement dans le cadre du SNU, ça peut être d'autres projets d'une autre nature qui seraient développés dans un établissement. Et ça viendrait s'ajouter dans le cadre des missions, moyennant rémunération, et qui permettront à un enseignant d'ouvrir son spectre d'activité, de se positionner un peu différemment à l'intérieur de l'établissement et d'être porteur de projets, d'être porteur de choses un peu différentes de la façon dont c'est abordé aujourd'hui. Après, ça ne changera pas grand-chose au cœur de métier, qui restera l'enseignement, et évidemment, c'est quand même ça la priorité, mais c'est pouvoir s'ouvrir à d'autres activités et puis derrière évoluer professionnellement vers d'autres types de fonctions. Merci, Monsieur Vial. Ensuite, une question qui nous vient de Octave, en M2 à l'Université de Poitiers. Quelles sont les modalités d'inscription au concours et les documents demandés? Est-ce que soit Monsieur Alamargo, soit Monsieur Geoffriot, vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Alors, Denis, tu peux répondre ou... Ah, je pensais que tu répondais. Ah, pardon. Allez, excusez-moi. Les documents. Excusez-moi, pouvez-vous reposer la question? Autant pour moi. Alors, c'est parti. Donc, la question est la suivante. Quelles sont les modalités d'inscription au concours et les documents demandés? Les documents demandés, c'est on doit être soit inscrit en master deuxième année, soit avoir un master deuxième année. Il faut avoir fait les journées d'appel et différents documents. Pour le CRPE, il faut d'autres documents au niveau de secourisme, etc. Vous avez tous ces renseignements sur le site de devenirenseignant.gouv.fr. Et c'est au moment de l'inscription, je rappelle jusqu'au 2 décembre, qu'il faut cocher les cases. Les documents sont souvent fournis après. Merci, monsieur. Devenirenseignant.gouv, le site à retenir. Jusqu'au 2 décembre pour les inscriptions, pensez-y. Vous avez encore le temps. Merci pour votre réponse. Une question qui nous vient maintenant d'Eléa, enseignante contractuelle. Comment s'inscrire au concours après avoir été contractuelle? Alors là, je vais essayer d'y répondre le mieux que je peux. Alors, on a déjà un petit peu répondu à cette question, mais c'est utile de le rappeler. On vient juste d'en parler. Il faut être soit titulaire d'un Master 2, soit être en train de passer ce Master 2. Après, on suit effectivement toutes les démarches qui sont bien expliquées sur le site, devenirenseignant.gouv.fr, et on se laisse guider. Pour le coup, c'est vraiment bien fait. Ça ne pose pas vraiment de soucis. Voilà.
peut-être préciser pour les contractuels, parce que c'est un élément important, selon l'ancienneté de contractuels, puisqu'on a évidemment des contractuels qui parfois sont là depuis longtemps, on ouvre des concours internes et les modalités de concours internes sont évidemment à regarder sur le site, mais elles sont un tout petit peu différentes du concours externe et il faut bien regarder si on répond aux conditions, parce que le concours interne porte plus parfois sur la professionnalité et sur un certain nombre d'éléments, alors que le concours externe porte parfois sur d'autres éléments. Donc il faut avoir ce regard un peu attentif en fonction de sa situation. Je ne sais pas quelle est la situation exacte de la personne qui a posé la question et si elle a 3 ans d'ancienneté au contractuel. En tout cas, cette différence-là, elle est à prendre en considération parce qu'elle permet d'ouvrir 2 voies, l'externe et l'interne. Et c'est quand même un sujet relativement important pour un contractuel qui a déjà une certaine antériorité dans le système. Et effectivement, les épreuves des concours internes sont différentes. On y reviendra, il y a une question, je crois, sur les concours externes. Mais pour le concours interne, notamment pour le second degré, ce sont 2 épreuves. Une épreuve d'admissibilité qui est en fait une sorte de rapport d'activité et d'acquis d'expérience, ce qu'on appelle un RAEP, dans lequel, par exemple, on fait état de son expérience professionnelle et on analyse. Et c'est sur cette base qu'on peut être admissible. Et enfin, il y a l'épreuve d'admission qui est une épreuve très professionnalisante. Donc, on a là des épreuves qui sont un peu différentes de celles des concours externes. Merci. Peut-être il est aussi important de rappeler que c'est le nombre de postes offerts. Effectivement, il existe cette voie interne, mais le concours externe reste la voie où il y a le plus de place. Donc, la plus grande possibilité aussi de réussir ce concours. Mais Merci, un contractuel peut tout à fait se présenter la même année au concours externe et au concours interne, évidemment, au concours interne s'il répond aux critères d'éligibilité. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Une question qui nous vient maintenant de Nabila, enseignante contractuelle. J'ai Bac+4 et 15 ans d'expérience dans l'enseignement. Puis-je passer le concours ou dois-je rester contractuel? Monsieur Vial, s'il vous plaît. Non, vous ne pouvez pas rester contractuel. Sur l'ancienneté, alors après, il faudrait que je regarde dans le détail le point, mais la possibilité de passer là le concours interne, elle est ouverte à cette antériorité et en fonction des situations, le niveau de diplôme n'est pas nécessairement celui du Master 2, en fonction de certaines conditions. Après, l'idéal et la meilleure façon de réussir, c'est de passer son Master 2, de le valider et ensuite de passer le concours. C'est la logique la plus importante. Les situations où on peut autoriser un contractuel ou une personne, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à passer le concours sont des situations qui sont dérogatoires et qui sont relativement marginales. Le seul conseil que je pourrais donner à cette personne, c'est de dire validez un M2 et venez passer le concours en interne et faites-le relativement vite parce qu'on est aujourd'hui sur des opportunités de recrutement qui sont importantes et il faut profiter de cette aspiration sur laquelle on est parce qu'on a besoin d'enseignants, on a besoin de gens qui sont expérimentés et passer le concours quand on a cette antériorité et cette expérience professionnelle, c'est vraiment une réussite valorisante pour la suite de sa carrière et pour son parcours professionnel. Merci, monsieur. Devenir enseignant.gouv.fr jusqu'au 2 décembre. Une question qui nous vient maintenant de Sarah, actuellement en Master 1 à l'INSPE de Poitiers. Pourquoi l'accès au métier d'enseignant est-il devenu si difficile aujourd'hui? Master 2 plus concours, alors que nous manquons d'enseignants. Monsieur Vial, s'il vous plaît, c'est une question pour vous. Alors, il y a un besoin de qualification qui est important parce que le métier d'enseignant, on l'a évoqué tout à l'heure avec l'inspectrice, c'est un métier de transmission de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. La dimension de savoir, elle est extrêmement importante. Quand on va être enseignant de lettres, quand on va être enseignant de mathématiques, quand on va être enseignant de mécanique auto, quand on va être enseignant
pour accompagner des personnes âgées, il y a un niveau de connaissance et un niveau d'expertise qu'il faut être capable de transmettre aux élèves. Et ce niveau-là, compte tenu de la montée d'exigence des recruteurs et des employeurs, il a amené les enseignants à devoir être encore plus compétents et encore plus performants, y compris sur des contenus scientifiques. Au regard des programmes, au regard d'un certain nombre d'éléments que les enseignants sont amenés à donner aux élèves, on voit bien que le niveau Bac plus 3, il n'est pas toujours suffisant. Quand on est professeur en BTS, quand on est professeur en classe préparatoire, le niveau Bac plus 5, il est même limite par rapport à un certain nombre de questionnements. Et donc, ce niveau d'exigence, il est logique par rapport au contenu des programmes et par rapport au contenu nécessaire pour les élèves pour ensuite s'insérer. Alors, pour autant, compte tenu de l'élévation globale du niveau, le concours, il n'est pas plus exigeant que précédemment. Et l'objectif jusqu'à maintenant, même si on est aujourd'hui sur un creux, la masterisation du concours, elle date déjà de 2007 quand même. C'est un élément qu'on a déjà accompagné de façon relativement longue. Et jusqu'à maintenant, la question ne se posait pas tellement et le problème du master n'était pas tellement une problématique de ce niveau. Donc, il y a un besoin plus de compétences de la part des enseignants, il y a un besoin de faire monter cette exigence, et c'est pour ça qu'on y répond à travers cette masterisation. Mais pour autant, le concours, lui, n'est pas excessivement plus dur que précédemment, et c'est pas parce que aujourd'hui on manque d'enseignants qu'il faut qu'on baisse notre niveau d'exigence en matière de recrutement, parce que un employeur, parce que dans les universités, lorsqu'on poursuit ses études pour avoir un master, pour devenir un docteur, pour devenir quelqu'un avec un haut niveau d'expertise, il faut avoir été bien formé et on ne peut pas se permettre, nous, au niveau secondaire ou au niveau primaire, de dégrader ou de galvauder le niveau de recrutement de nos enseignants, parce que derrière, ça veut dire qu'on obère la vie et qu'à un moment donné, les élèves le retrouveront et pourraient nous reprocher de les avoir mal formés, parce que nous avions mal formé. Merci, monsieur. Une question maintenant qui nous vient de Manon en M1 à l'université de Poitiers. Quelle est la charge de travail d'un enseignant dans les premiers et seconds degrés? Plus précisément, quel est le volume horaire moyen, par exemple? Madame Bouquer, s'il vous plaît. Oui, alors c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à quantifier, qui dépend d'abord si l'on enseigne dans le premier degré, si l'on enseigne dans le second degré, qui dépend du fait que l'on soit jeune enseignant, enseignant chevronné, qu'on soit en période de changement de programme, qu'on soit en période où on change de niveau d'enseignement, on passe par exemple du CP au CM2, où on passe de la seconde à la terminale. Donc c'est extrêmement compliqué de donner une moyenne. Ce que l'on peut dire, c'est ce qui relève de ce qu'on appelle les obligations réglementaires de service, c'est-à-dire le temps de face-à-face pédagogique et le temps qui peut être dédié à d'autres activités du professeur, comme les réunions d'équipe, les différentes instances d'une école ou d'un établissement, les réunions avec les parents, la formation. Alors, pour ce qui concerne un professeur des écoles, le temps réglementaire de travail hebdomadaire est de 27 heures. Pour un collègue du secondaire titulaire du CAPES, il est de 18 heures de face-à-face pédagogique, de 20 heures pour les professeurs de PS et de 36 heures pour les professeurs documentalistes. Enfin, pour les agrégés, titulaires de l'agrégation, il est de 15 heures. Après, ce sont des éléments qui sont, sauf pour les professeurs des écoles où il y a 3 heures hebdomadaires qui sont fléchées hors face-à-face pédagogique. Pour les professeurs du second degré, il n'y a pas de temps fléché hors face-à-face pédagogique. Le temps global de travail dans la fonction publique, il est de 35 heures. Quand on interroge les enseignants, on s'aperçoit qu'on est plutôt sur un temps de travail hebdomadaire proche de 39 heures. Parce qu'il faut compter évidemment en plus du face-à-face pédagogique, le temps de préparation et le temps de correction des copies, et puis le temps des différentes réunions, du travail en équipe, de la formation des parents, et également des projets aussi qui peuvent être menés par les enseignants et qui leur demandent un peu plus de temps que le simple temps du face-à-face pédagogique et de la préparation des cours et de la correction. Merci Madame Bouquer pour cette réponse.
Maintenant, si vous voulez bien, une question qui nous vient de Quentin en M2 sur le campus de Niort. Quelle est la différence entre le concours privé et public? Monsieur Vial, s'il vous plaît. Sur les épreuves, il n'y en a pas forcément. C'est des concours qui sont rigoureusement identiques. Au niveau d'exigence, ils sont également rigoureusement identiques. Là, c'est simplement sur l'affectation qu'il va y avoir une différence. Dans un cas, on sera affecté dans un établissement privé avec derrière une spécificité, puisqu'il y a ce qu'on appelle le caractère propre de l'établissement. Et quand on est sur un établissement privé à caractère catholique, c'est en grande partie le cas dans l'académie, il faut accepter le principe de cette spécificité et accepter le principe d'un projet pédagogique qui intègre la dimension catholique. Quand on est dans le public, la question se pose de la même façon et on est sur un établissement purement laïque dans lequel la dimension spirituelle n'entre pas de la même façon. Après, le concours est le même, le métier est rigoureusement le même, les exigences professionnelles et le programme est rigoureusement le même, et il n'y a absolument pas de différence entre un enseignant du privé et un enseignant du public dans le second degré. Le premier degré est un peu différent parce qu'il n'y a pas le statut de fonctionnaire, c'est un statut d'assimilé, puisqu'il y a une signature de contrat qui est un tout petit peu différente. Mais ceci étant, le métier est rigoureusement. Merci, monsieur, pour ces éléments de réponse. Une question maintenant qui nous vient de Clara, en M1 sur le campus de Niort. Où passe-t-on le concours et quand aurons-nous les résultats? Monsieur Lamargot, monsieur Geoffriot, la parole est à vous. François? Pour répondre, pour le CAPES, le concours se passe dans les services des examens des rectorats. Donc, par exemple, pour notre académie, ça se passe à Poitiers. Merci, monsieur. N'hésitez pas à poser des questions, je le redis. Nous avons besoin de nourrir nos collaborateurs. Questions, n'hésitez pas. Merci. Maintenant, si vous voulez bien, une question qui nous vient de Maude, actuellement en Master 2 à l'Université de Poitiers. Je suis en M2 MEF. Pourquoi l'année de M2 est-elle aussi chargée alors que l'on doit valider Master, Mémoire, Concours? Cela menace la réussite au concours alors que certains enseignements pourraient être placés en M1. Une question qui est toujours pour monsieur soit Lamargot, soit monsieur Geoffriot. Merci. Je peux commencer à répondre à cette question, puis François pourra rebondir. Mais de fait, on évoquait tout à l'heure l'exigence de la formation, faire en sorte que les enseignants soient extrêmement bien formés, ce qui fait que d'une façon générale, lorsqu'on choisit le master MEF, c'est un master qui est exigeant, qui représente entre 800 et 850 heures de formation réparties sur 2 ans. Et cette exigence, elle est liée au fait qu'il y a 2 objectifs. Le premier, c'est d'être préparé au concours et obtenir ce concours. Et il y a un autre objectif qui est celui d'être formé au métier d'enseignant. Donc c'est en quelque sorte une double formation, à la fois une spécialisation et à la fois une professionnalisation qui débute. Donc ça explique en fait l'exigence horaire et l'intensité de la formation. Ensuite, évidemment, il y a des passages et des modulations entre l'année de M1 et l'année de M2. Et je dirais que lorsque nous sommes au dernier semestre de la formation, à la fin du M2, il y a évidemment des allègements de cours qui permettent de finaliser le mémoire et puis de préparer le concours. Donc la progression est pensée en ce sens-là. Et peut-être que François, tu as quelques exemples à donner, notamment sur le site de La Rochelle, par exemple, sur ce type d'aménagement entre M1 et M2. Alors, il faut savoir que la mise en place de ce master date de l'année dernière. Donc, on est quand même en phase de calage. À La Rochelle, on a décidé pour les professeurs de collège et de lycée de mettre en place dès le M1 et le mémoire et le stage. Faire un stage filé, commencer à un stage filé pour qu'en fin de M1, tout soit mis en place. Et ensuite, on a allégé, autant faire se peut, le 4e semestre, justement la période du concours. Puisque je rappelle que les dates de concours, c'est plus ou moins aux environs de mars. Donc à partir de janvier, on essaie d'alléger côté stage et surtout côté mémoire.
pour que les étudiants soient dans les meilleures conditions pour passer le concours. Peut-être juste une précision aussi par rapport à la formation en tant que telle. Hein. Vous pouvez, comme on l'a dit, et voilà, c'est un des thèmes de ce moment de live, évidemment vous présentez au concours sans être titulaire du Master 9, mais titulaire d'un Master 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce temps de formation à l'éducation, au métier d'enseignant, si vous obtenez le concours avec un master, on va dire classique, ce temps de formation spécifique au métier d'enseignant, il faudra de toute façon le réaliser après l'obtention du concours, lorsque vous serez professeur stagiaire, fonctionnaire stagiaire, eh bien, on poursuit cette formation notamment à l'INSPE. C'est une formation à mi-temps, qui représente à peu près 250 heures, qui permettent d'apprendre le métier dès lors qu'on a pu obtenir le concours avec un master non MEF. Voilà, pour être très précis sur la formation qui donc est soit concentrée pendant 2 années, soit un peu plus diluée et étirée, se poursuivant après l'obtention du concours. Voilà, pour être très clair sur la façon de se former au métier d'enseignant. Merci, messieurs, pour ces éléments de réponse. Une question qui nous vient de Jeanne, en M2 à La Rochelle. Est-ce qu'il faut aussi un Master 2 pour s'inscrire au concours de psychologie de l'éducation, de psychologue, pardon, de l'éducation? Monsieur Alamargo, s'il vous plaît. Alors, c'est aussi un concours qui, effectivement, psychologue de l'éducation de l'éducation nationale, en fait, qui se prépare. La spécificité du concours est qu'il y a deux métiers de psychologue de l'éducation, soit, comme on peut le concevoir plus classiquement, c'est-à-dire être psychologue pour évaluer les élèves relativement à leurs apprentissages. On peut être aussi psychologue de l'éducation nationale et pratiquant de l'orientation scolaire, hein, c'est l'autre partie du métier. Et si on prend le métier le plus classique, psychologue pour évaluer les apprentissages des élèves ou les difficultés d'apprentissage, il faut attester d'un cursus en psychologie, d'avoir au moins une licence en psychologie et d'être inscrit dans un Master 2, pas forcément encore avoir le Master, mais être inscrit avec un stage professionnalisant. Donc en fait, c'est un concours qui est proche, qui s'appuie en tout cas de façon très forte sur un cursus de psychologie. Merci, monsieur Alamargo. Là encore, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure, sur le site du ministère, ce concours-là est très très bien décrit. Donc voilà, vous pouvez tout à fait vous reporter à ces informations-là qui sont très claires aussi. Merci, monsieur Alamargo. Messieurs, dames, intervenants, il faudra essayer, s'il vous plaît, dans la mesure du possible, de concentrer les réponses, puisque nous avons effectivement beaucoup de questions encore à traiter et nous avons besoin de pouvoir avancer pour essayer d'en traiter un maximum. Je vous en remercie. À suivre, une question qui nous vient d'Eléa, M2 à La Rochelle. Quelles sont les épreuves du concours? Combien de temps ça dure? Madame Bouquer, s'il vous plaît. Oui, alors je vais essayer de faire court, mais c'est une question là aussi qui est pleine de ramifications. Donc, les concours ont toujours 2 étapes. Une première étape, l'admissibilité, ça consiste toujours en un ou plusieurs écrits. Et une seconde étape, si on franchit cette barre de l'admissibilité, qui est une étape d'admission qui consiste toujours en une ou plusieurs épreuves orales. Pour ce qui est du concours pour les professeurs des écoles, il y a 3 épreuves écrites de 3 heures chacune. Une épreuve de français, une épreuve de mathématiques, là on est sur la maîtrise scientifique du français et des mathématiques, et puis une épreuve appliquée, plus professionnelle, qui va porter sur un autre champ disciplinaire, donc les sciences, les technologies, l'histoire, la géographie ou les arts. Pour ce qui est du CAPES, donc le concours qui est le plus répandu, on va dire, qui offre le plus de places dans le second degré, eh bien, c'est la même chose pour le CAPES. Vous avez 2 épreuves écrites, une épreuve disciplinaire, donc là aussi on est sur le scientifique, et une épreuve disciplinaire appliquée, qui va être un mélange de scientifique et de transposition didactique avec une proposition de séquence. Les durées peuvent varier pour ce qui concerne les épreuves du CAPES selon la discipline. Toujours pour le CAPES, on a 2 épreuves orales d'admission, une épreuve de leçon, là aussi on est dans le scientifique avec un peu de transposition didactique, ça
ça dure en général à peu près 1 heure, et un oral d'entretien qui dure 35 minutes et qui a pour vocation de mesurer l'aptitude à se projeter dans le métier, la motivation à entrer dans le métier et la capacité à s'approprier les valeurs de la République et à les faire partager. On a vu que c'était un enjeu fondamental du métier. Pour le CRPE, on retrouve ces 2 épreuves et on va ajouter un élément d'EPS, puisque l'EPS est également quelque chose qui entre dans le champ des compétences que doit avoir un professeur des écoles. Il n'y a pas de professeur spécifique pour l'EPS, tout professeur des écoles doit pouvoir l'enseigner. Merci, madame. Maintenant, une question de Clément en M1 à l'INSPE de Poitiers. La certification PIX est-elle obligatoire pour passer le concours? Monsieur Alamargo, Monsieur Geoffriot, la parole est à vous. Alors, je crois qu'on m'avait donné la mission de répondre finalement à cette question. La réponse, c'est non. La réponse est très courte, c'est non. La certification PIX n'est pas obligatoire. Alors, peut-être rappeler ce qu'est la certification PIX. Il s'agit de certifier d'un niveau de maîtrise de compétences numériques. Elle existe, cette certification PIX, pour les élèves, et là, elle est obligatoire en fin de scolarité obligatoire en 3e et en fin de scolarité au lycée en terminale. Il existe une version pour les enseignants et pour les adultes en général. N'importe qui d'ailleurs peut essayer de voir quel est son niveau de compétences numériques à travers cette plateforme PIX qui permet, à travers les exercices, de jauger de son niveau de compétences dans le domaine du numérique. Mais ça n'est pas obligatoire pour les enseignants de s'inscrire. Merci, madame, pour ces éléments de réponse. Maintenant, une question de Emma en M2 à l'Université de Poitiers. À quel moment saurons-nous où nous sommes affectés? Est-ce dans l'académie où l'on a passé le concours ou n'importe où en France? A-t-on des moyens de recours? Monsieur Vial, s'il vous plaît. Alors, sur le premier degré, c'est forcément dans l'académie et l'information de l'affectation, elle arrive courant juin, généralement, c'est à peu près le calendrier dans lequel on s'inscrit. Concernant le second degré, effectivement, l'affectation est nationale et il y a un premier temps de retour d'abord sur les résultats, suite aux résultats des concours dans lesquels on sait dans quelle académie on est affecté. Généralement, c'est entre le 8 et le 14 juillet. Et ensuite, nous affectons à partir du 14 juillet jusqu'à la fin du mois de juillet pour savoir dans quel établissement on est précisément affecté dans l'académie. Merci, monsieur. Une question de Marie en M1 à l'Université de La Rochelle. Combien de fois peut-on passer le concours de recrutement de professeurs des écoles? Monsieur Geoffriot. La réponse va être courte. Autant de fois que vous voulez. Et même, il ne faut pas se décourager. Je pense que, suivant les profils des candidats, parfois c'est un projet sur plusieurs années. Donc, surtout ne pas se décourager et, quand on a raté, se représenter. Autant de fois que vous voulez. Merci, monsieur. Maintenant, une question qui nous vient de Simon en M2 à La Rochelle. Y a-t-il des facilités pour se rendre et être hébergé sur le lieu du concours, monsieur Geoffriot? Eh bien, non. Et enfin, donc, comme je disais, pour les écrits du CAPES, ça se passe à Poitiers. Donc, il faut que les étudiants ou les candidats se déplacent. Il n'y a pas d'aide. Et il faut qu'ils prennent des précautions. Parce qu'en fait, aucun retard n'est toléré. Quand l'épreuve commence, les portes sont closes. Et par exemple, une année, il y a des candidats qui n'avaient pas pu composer puisqu'il y avait une manifestation et ils n'ont pas pu accéder aux locaux. Donc, il faut vraiment être sûr de pouvoir y accéder. Donc, je conseille par exemple à mes étudiants de prendre un hôtel proche des services des examens. Merci, monsieur. Maintenant, une question qui nous vient de Coralie, actuellement en 3e année de licence à Poitiers. Je suis en L3 et je vais… Oh, excusez-moi, il y a un petit souci. Je me retrouve. Excusez-moi, c'est revenu au début. Les questions. Coralie, pardon, autant pour moi. Je suis en L3 et je vais en Master MEF. Est-ce que j'ai plus de chances de réussir au concours? Et existe-t-il une préparation spécifique au concours si je choisis un autre master?
La parole est donnée à M. Alamarco, M. Geoffriot. Merci. Une réponse courte, là aussi, les statistiques de réussite au concours qu'on peut obtenir par le réseau des INSPE, par exemple, montrent que c'est le Master MEF qui permet la meilleure réussite au concours. Et lorsqu'on s'inscrit dans un autre master, on peut bénéficier aussi, peut-être en licence, par exemple, avant l'inscription en master, de parcours de professionnalisation, de pré-professionnalisation, qui peuvent aider aussi à l'obtention du concours, même si on ne va pas dans le master MEF. Mais de par la double préparation, le concours et la préparation au métier, les chances sont plus importantes au master MEF. Mais peut-être que François, tu as aussi des statistiques plus précises sur notre académie. Voilà, je vais parler du CAPES de mathématiques que je connais bien. Alors, en fait, les candidats issus d'un master MEF deuxième année représentent 9,7% des inscrits. Pour dire que beaucoup de candidats proviennent d'autres masters ou d'autres cursus. D'accord. 9,7% des inscrits sont issus des masters MEF. Et par contre, sur les reçus, 23,3% des reçus sont issus des masters MEF. Donc clairement, il y a une plus-value pour les étudiants qui suivent un master MEF. Mais ce n'est absolument pas impossible de réussir en dehors. Pour le CAPES Sciences de la vie et de la Terre, il y a 53,8% des admis sont issus du master MEF. Et là, si maintenant je compare avec les inscrits dans d'autres masters autres que MEF, en fait, il n'y a que 3,3% des inscrits qui sont issus d'un autre master. D'accord. Ça ne fait pas 100% puisqu'il y a encore d'autres candidats d'autres provenances. Et clairement, au moins pour La Rochelle, hein, il n'y a pas de préparation au concours spécifique en dehors des masters MEF. Voilà, donc ce n'est pas impossible de candidater, mais heureusement, nos formations sont quand même une vraie plus-value. Merci, monsieur. Maintenant, une question qui nous vient de Mathis, à l'INSPE de La Rochelle. Et dans l'éventualité où je n'ai pas mon master et que j'ai eu le concours, que se passe-t-il? Monsieur Vial, pardon. Eh bien, il y a ce qu'on appelle un report de stage, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'enseigner en tant que stagiaire en ayant eu le concours, mais n'ayant pas le master. C'est une condition indispensable pour enseigner. Et donc, la seule solution, c'est de recommencer le master et pour pouvoir bénéficier du cours. Merci, monsieur. Dans l'année qui suit la réussite au concours. Dans l'année qui suit la réussite au concours. Il faut avoir validé son master dans l'année qui suit la réussite au concours. D'accord. Merci. Maintenant, une question qui nous vient de Rémi, actuellement en M1 à l'INSPE de Poitiers. Peut-on passer l'agrégation sans passer par le CAPES? Si oui, peut-on passer l'agrégation pendant l'année du Master 2? Madame Bouquer, s'il vous plaît. Alors, on peut tout à fait passer l'agrégation sans passer le CAPES et on peut passer l'agrégation pendant l'année du Master 2. En revanche, je vais faire l'attention de la personne qui a posé cette question sur le fait que ce sont 2 années qui sont très chargées et donc que le fait de passer à la fois le CAPES et l'agrégation, c'est une double charge parce que les programmes, ça dépend des disciplines, mais les programmes ne sont pas toujours les mêmes, ne se recouvrent pas toujours. De même, passer l'agrégation sans passer le CAPES, c'est se priver d'une chance, puisqu'on peut tout à fait passer l'agrégation après avoir obtenu le CAPES. Merci, madame. Maintenant, une question d'Antonin en M1 à l'INSPE de Poitiers. Comment se passent les affectations après l'obtention du concours pour devenir enseignant? Monsieur Vial, la parole est à vous. Alors, quand on a réussi le concours, dans le premier degré, on est affecté dans un premier temps dans un département. Ça, c'est en fonction du rang de concours, en fonction de sa situation personnelle. Et puis, on rentre dans le cadre du jeu des opérations de concours habituelles. Et l'exercice que nous faisons dans les services académiques permet de proposer une affectation dans une école, à l'intérieur d'un département. Le mouvement est départemental pour le premier degré. Pour le second degré,
L'affectation est prononcée au niveau national, puisque le concours est national. Et donc, dans un premier temps, il y a une affectation qui est une affectation dans une académie. On est affecté dans l'académie de Poitiers, on est affecté dans l'académie de Bordeaux, de Montpellier, de Nantes. Et ensuite, à l'intérieur de cette académie, les services de la DPE prononcent, après prise en compte du remplacement, de la situation familiale, de la situation personnelle, une affectation dans un établissement scolaire du second degré de l'académie. Merci, monsieur. Une question qui nous vient maintenant de Suzy, actuellement en M2A au campus de Niort. Comment est-on accompagné après le concours? Est-on directement devant la classe? Madame Booker, s'il vous plaît. Oui, donc l'accompagnement après le concours, oui, on est directement devant la classe. Après, ça dépend finalement de quel master on a obtenu. Si on a obtenu le master MEF, ça veut dire qu'on a fait de nombreux stages en établissement ou en école. On appelle des stages d'observation et de pratique accompagnée. Parfois, on a pu être également contractuel alternant, c'est-à-dire à la fois avoir un contrat de 6 heures d'enseignement et suivre le master. Donc, on a une expérience professionnelle accumulée. Donc, à ce moment-là, on est à temps plein devant les élèves, mais on bénéficie d'un tutorat, c'est-à-dire qu'un professeur chevronné qui est dans l'établissement pour le second degré, qui est parfois dans une autre école pour le premier degré, eh bien, est là pour répondre à toutes vos questions, à venir observer comment vous travaillez dans la classe, vous donner un feedback, une analyse, et également, vous pouvez aller observer ce tuteur ou cette tutrice dans ses propres classes. Donc, il y a ce tutorat de proximité qui est un appui énorme. Il y a également un volume de formation qui va être un peu différent là aussi selon que l'on provient d'un master MEF ou d'un autre master. Michel Amargo rappelait que les collègues en master MEF donc, sont à temps plein, mais que les collègues qui ont obtenu un autre master sont à mi-temps, donc ils ont un volume de formation plus conséquent pendant l'année de stage. Mais les collègues qui sont issus du master MEF ont aussi un volume de formation de 10 à 12 jours, avec une partie de ces formations qui peuvent être choisies, adaptées à leur parcours, à leurs besoins et à leurs envies. Et puis cette formation, elle se poursuit au-delà de l'année de stage, après la titularisation, pendant les 3 années où on est néo-professeur, et donc on parle d'un continuum de formation pour les titulaires de la première à la 3e année. Merci, madame. La prochaine question sera aussi pour vous, madame Bouquer. Et elle nous vient d'Alexis, en M2 à l'UNIF de Poitiers. Je suis en M2 biologie cellulaire. Est-ce que je serai accompagné pour maîtriser tout le programme d'SVT avant d'être devant la classe? Alors déjà, si cet étudiant souhaite se présenter au CAPES de SVT, le programme du CAPES de SVT, ce sont les programmes dans lesquels interviennent l'SVT, donc les sciences de la vie et de la Terre. Donc, il faut qu'il maîtrise l'ensemble des programmes de SVT et disciplines associées pour pouvoir réussir le concours. C'est une première chose. Et puis la seconde chose, c'est ce qu'on a déjà dit, puisqu'il sera titulaire d'un master autre que MEF, d'un master dit recherche, eh bien, il sera placé à mi-temps devant élèves et à mi-temps de formation avec un parcours qui sera adapté. Donc là, il sera plutôt spécialiste de biologie. Un professeur de SVT doit enseigner à la fois la biologie et la géologie, et donc un parcours adapté qui renforcera certainement ses connaissances scientifiques ou biologiques. Merci, madame. Maintenant, une question de Pierre, en Master 2 à l'Université de Poitiers. Existe-t-il une formation pour apprendre à gérer une classe, comme les élèves à besoins particuliers, les élèves en difficulté, etc. Monsieur Geoffriot, s'il vous plaît. Oui, il existe une formation. Ça s'appelle le Master MEF. Une partie très importante de notre enseignement en master est consacrée au métier de l'enseignant et donc, entre autres, à la gestion de la classe, à l'inclusion. Ils ont des cours spécifiques autour de cette question-là. Et par ailleurs, comme Madame Bouquer a dit, il y a de nombreux stages. Et elle l'a évoqué pour les lauréats du concours, mais ça se passe déjà en master. Nous avons donc des tuteurs d'établissement en collaboration étroite avec les formateurs INSPE qui font les visites. En fait, ces deux intervenants montrent
montre les différentes postures des enseignants, d'enseignement, et je dirais mettre les étudiants dans les meilleures conditions pour entrer dans le métier. Donc évidemment, ils sont énormément accompagnés, autant théoriquement, en théorie, qu'en pratique. C'est un des gros intérêts du Master MEF. Merci, monsieur. Maintenant, une question d'Antonin, qui est en M2 à La Rochelle. Peut-on poursuivre nos études à l'université, master de recherche, doctorat, après l'obtention du CAPES, et quelles sont les modalités pour cela? Madame Booker, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr, on peut poursuivre ses études. Ça fait partie de ce qui va permettre aussi d'évoluer dans la carrière, notamment le doctorat. Après, il y a plusieurs possibilités. On peut le faire alors qu'on est placé à temps plein d'enseignement. Dans ce cas-là, il faudra privilégier une formation qui permet du distanciel. On peut également, si le chef d'établissement peut vous l'accorder, eh bien, on peut demander des aménagements d'emploi du temps s'il y a des cours en présentiel une après-midi sur une demi-journée, mais ça n'est pas de droit. Le chef d'établissement peut accorder cet aménagement. Également, quand on est un peu entré dans la carrière après plusieurs années, on peut envisager, là aussi ça n'est pas de droit, mais on peut le demander un mi-temps annualisé, c'est-à-dire qu'on fait toute son année pendant le premier semestre ou le second semestre, et on a un semestre de libéré pour avancer, par exemple, dans la rédaction d'une thèse de doctorat. Et enfin, il est possible, là aussi, une fois qu'on est entré dans la carrière, de postuler pour des congés formation qui permettent d'avoir un an dégagé des obligations de service en tant qu'enseignant pour avancer dans notamment la rédaction d'une thèse de doctorat. Donc oui, c'est possible et c'est encouragé parce que ça permet encore une fois aux enseignants de s'ouvrir des horizons pour des évolutions de carrière. Merci, madame. Maintenant, une question qui nous vient de Gladys en M2 à l'UNI de Poitiers. Combien de temps est valable le concours? Puis-je ne pas faire mon stage dès l'année d'obtention, monsieur Vial? Oui, c'est possible de ne pas faire l'année de stage en suivant, mais de façon limitative. La plupart du temps, ce qu'on encourage, c'est d'enchaîner, de bénéficier de la titularisation et après de se positionner. L'intérêt de passer le concours après 5 ans de formation, c'est de bénéficier d'une dynamique et de stabiliser définitivement sa situation. Après, la demande d'un report, elle existe toujours et elle est imaginable dans cette situation-là. Mais elle n'est pas forcément recommandée parce que c'est vrai que derrière, ça veut dire qu'il y a potentiellement à reprendre un certain nombre de choses et on n'est plus tout à fait dans la même dynamique de moment où on a réussi. Merci, monsieur Vial. La prochaine question est aussi pour vous, mais elle nous vient d'Aline, qui est en M2 à l'Université de Poitiers. Une fois que je suis dans le métier, est-il facile de changer de ville ou de région? Monsieur Vial, s'il vous plaît. Je suppose, oui. C'est difficile de répondre oui ou non dans une situation comme celle-là. D'abord, dans le premier degré, il y a à l'intérieur d'un même département tous les ans un temps de mobilité pour l'ensemble des enseignants qui permet effectivement de changer son affectation et de se rapprocher de ses intérêts familiaux. Donc, après, ça dépend où on veut aller, ça dépend de son exigence. Si on trouve que l'exigence géographique avec une exigence professionnelle, ça peut devenir un peu plus compliqué, mais on a quand même une certaine fluidité dans ces mobilités. Dans le second degré, c'est la même chose. Il y a tous les ans des opérations de mouvement. Tous les ans, on a des opérations qui nous permettent d'améliorer des situations individuelles. Ça dépend un peu des disciplines, ça dépend aussi du niveau d'exigence. Quelqu'un qui peut être dans un lycée à La Rochelle, ça peut être un peu plus long que quelqu'un qui accepterait d'être peut-être sur une zone périphérique de La Rochelle, dans un collège. Voilà. Tout dépend de son exigence et de ce que l'on attend exactement dans le cadre de cette. Merci, monsieur. Ensuite, une question de Romain, toujours pour vous, monsieur Vial. Une question de Romain en M2 à Poitiers. Est-il possible d'aller enseigner à l'étranger dans un établissement français
dans l'année qui suit l'obtention du concours. Quelle est la procédure? Alors, non, pas l'année qui suit l'obtention du concours. Ça fait partie des avantages des titulaires. C'est-à-dire que quand on réussit son concours, on est stagiaire. Et dans cette première année-là, on ne peut pas aller enseigner à l'étranger. Une fois qu'on est titularisé, à ce moment-là, oui, il est possible d'entrer dans le cadre de toutes les mobilités qui existent, que ce soit la EFE, que ce soit la mission laïque, que ce soit les programmes Erasmus, que ce soit les programmes Jules Verne. Mais il faut avoir d'abord stabilisé sa situation et être titularisé. Merci, monsieur. Maintenant, nous avons une question de Loïc, qui est en M2 à La Rochelle. Existe-t-il des aides pour l'intégration des jeunes professeurs, comme des aides au logement ou autres? Monsieur Vial, s'il vous plaît. Oui, il existe des primes de première installation, existe des accompagnements qui sont réalisés par nos services euh, pour l'affectation les premières affectations. Et le service à contacter, c'est le service de la DRH. Sur le site de l'académie, il y a un service action sociale qui permet de voir quelle est la liste des possibilités. Et puis après, dans les établissements, il y a des relais qui permettent d'avoir ces éléments d'information. Et oui, sur une première installation, il y a toujours un petit coup de pouce qui peut être donné et qu'on peut essayer de mieux diffuser auprès des enseignants. Mais généralement, on diffuse cette information pour leur faciliter l'arrivée. Merci, monsieur. Maintenant, une question pour monsieur Alamargot, qui nous vient de Sarah en M1 à Poitiers. Dans le cas où nous ne sommes pas reçus au concours, quelles sont les autres possibilités pour devenir enseignant? Dans le cas où on n'est pas reçu au concours, c'est ça, j'ai pas bien entendu. Excusez-moi. Dans le cas où nous ne sommes pas reçus au concours, quelles sont les autres possibilités pour devenir enseignant? Tout dépend si on souhaite être enseignant dans l'éducation nationale ou pas. L'accès à l'éducation nationale suppose le concours. Ensuite, il peut y avoir d'autres parcours dans d'autres institutions qui ne nécessitent pas forcément le concours, mais un niveau de formation. Alors, ce qui peut être aussi envisageable, ça peut être le choix de certains étudiants, c'est d'aller enseigner à l'étranger dans d'autres systèmes éducatifs qui ne supposent pas l'obtention d'un concours. Si enfin on veut rester dans le système éducation nationale, on peut être contractuel, si on l'évoquait tout à l'heure. Donc on n'a pas évidemment de titularisation et on va rester un certain nombre d'années contractuelles. On a répondu tout à l'heure à cette question-là, avec la possibilité d'avoir ensuite des concours internes. Donc il y a un parcours qui est possible, que ce soit en France, dans l'éducation nationale, ou encore à l'étranger. Merci, monsieur Lamargot. Monsieur Vial, une question qui nous vient d'Alice en M2 à Poitiers. Dans l'éventualité où nous ratons le concours, quelles sont les démarches et les moments de l'année pour devenir contractuel l'année suivante, en attendant de retenter le concours? On a sur le site une application qui s'appelle Chloé et qui nous permet en permanence de recenser des candidatures, moyennant un CV, une lettre de motivation, et on soumet ces éléments-là aux inspecteurs pour une validation pédagogique. Il n'y a pas de campagne particulière parce que les besoins sont réguliers. Et à partir du moment où un étudiant s'inscrit sur cette plateforme, nous on prend en compte, on l'intègre dans notre vivier et on y fait appel à partir du moment où on en a besoin. Il n'y a pas de date particulière. À partir du moment où vous vous inscrivez, vous êtes pris en compte. Merci, monsieur Vial. Toujours pour vous, une question qui ce coup-ci vient de Maël, en M1 à Poitiers. Quel est notre statut après l'obtention du CRPE, le concours pour enseigner à l'école, ou du CAPES, le concours pour enseigner au collège ou au lycée? Est-on systématiquement remplaçant? Alors non, on est stagiaire. Cette stagiarisation, elle se fait dans un établissement scolaire, que ce soit une école dans le premier degré ou un collège ou un lycée. La plupart du temps, on affecte la personne, le stagiaire dans une école dans laquelle il va pouvoir
s'exprimer complètement et on le met sur une situation de classe à temps complet quand il est à temps complet ou à mi-temps, mais en tout cas, il occupe un poste qui n'est pas un poste de remplaçant. Le métier de remplaçant est un métier un peu différent. Là, en l'occurrence, pour l'année de stagiarisation, on a l'obligation de mettre les stagiaires dans des situations où on va pouvoir les évaluer, parce qu'à la fin, il y a une titularisation, et on ne peut pas garantir à un remplaçant qu'il aura un remplacement, forcément, et ce serait mettre le stagiaire dans une situation très inconfortable. Donc cette première année, elle est très clairement dans une classe, elle est devant les élèves en permanence, de façon à ce qu'ils puissent s'exprimer complètement et que l'évaluation le porte dans les meilleures conditions et permette une titularisation qui soit satisfaisante. Merci, Monsieur Vial, pour vos éléments de réponse. Nous allons maintenant pouvoir passer aux questions qui ont été posées en direct. Une question qui nous vient de Fifinel et Zonora. Y a-t-il une limite d'âge pour passer le concours? Je vais avoir 31 ans. Un diplôme ancien est-il valable? Maîtrise, etc. Monsieur Vial. Alors non, il n'y a pas date, il n'y a pas de limite d'âge. C'est une disposition ancienne qui a été abolie depuis déjà pas mal de temps. Aucune limite d'âge. Et les diplômes anciens, si on peut dire ça, parce qu'à 31 ans, je crois que le diplôme n'est pas si vieux que ça, mais le diplôme ancien est tout à fait valide. Et il n'y a aucune problématique, même s'il s'appelle maîtrise et qu'il ne s'appelle pas master, il est parfaitement pris en compte par l'institution pour octroyer la possibilité de participer. Merci, monsieur. Une autre question toujours pour vous. Est-il possible de postuler avec un diplôme étranger? Alors, oui, mais il faut qu'il y ait une correspondance avec un diplôme national. Donc, par rapport à ça, il y a des cadrages qui sont extrêmement précis dans les conditions de réalisation du concours. Pour certains concours européens, il y a des validations qui sont d'ores et déjà actées au niveau national par le biais de conventions. Sur d'autres pays étrangers, il n'y a pas ces éléments-là et il faut qu'on s'assure qu'il y a le bon niveau de correspondance. Donc ça ne peut pas être systématique, mais en tout cas, c'est possible et c'est pris en considération. Merci, monsieur. Une question maintenant qui est: quelles sont les disciplines évaluées au concours? Madame Bouquer, une question un petit peu. Disciplines évaluées au concours? Oui. Je suppose que ça porte sur le CRPE, parce que sinon, les concours du second degré sont justement disciplinaires. Donc, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui pose une question par rapport au concours de professeur des écoles. Donc, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a 3 épreuves écrites, une épreuve de français, une épreuve de mathématiques, qui sont vraiment des épreuves qui sont là pour évaluer la maîtrise du futur professeur des écoles sur ces 2 enseignements fondamentaux que sont le français et les mathématiques. Et puis, il y a une 3e épreuve écrite qui va porter sur les autres champs disciplinaires, au choix, soit sciences et technologies, soit arts, soit histoire, géographie et enseignement moral et civique, qui sera plutôt une épreuve appliquée où il s'agira d'analyser ou de concevoir une séquence. Merci, madame. Toujours et puis, pour vous, l'EPS, madame. pour compléter la réponse, l'EPS sera évalué à l'oral. Très bien, merci. Madame Bouquer, toujours pour vous, une question qui nous vient de Saxbet. Y a-t-il un niveau minimum requis en mathématiques pour passer le concours? Je suis en licence de lettres et je ne fais plus de mathématiques depuis le lycée. Alors oui, il y a un niveau minimum requis pour passer le concours et je suppose que là encore, il s'agit du CRPE. Aujourd'hui en France, on a un niveau de maîtrise mathématique des élèves qui est inférieur à ce que nous souhaiterions parce que nous souhaitons aussi avoir des scientifiques, avoir des chercheurs, avoir des ingénieurs, et ça, le pays en a besoin. Donc, il y a un niveau de mathématiques qui est demandé au niveau du CRPE, qui est, je pense, un peu plus élevé que les souvenirs du lycée, mais peut-être M. Geoffriot pourra compléter la réponse. On demande de maîtriser les programmes de cycle 2 et de cycle 3, mais avec un recul suffisant, un recul, ce qu'on dit un recul master, pour pouvoir avoir suffisamment de hauteur dans l'enseignement de cette discipline. Et ça se travaille, effectivement. Si ce candidat n'a pas fait de mathématiques depuis un certain temps, je l'encourage à s'y remettre doucement
ça revient. Et ça se travaillera aussi dans le cadre du Master MEF Tout à fait. premier degré. Merci, messieurs, dames, pour vos éléments de réponse. Et pour terminer, une question qui nous vient de Sarah. Après combien d'années sommes-nous titulaires après avoir eu le concours et est-on titulaire pour une durée limitée? Monsieur Vial, je suis désolé, la question est un petit peu… Non, non, mais il n'y a pas de problème. Merci. On est titulaire après une année. Là, on réussit le concours. On est stagiaire pendant une année. On est titularisé et on est titularisé à vie. Il n'y a pas de date de péremption sur une titularisation. On est titulaire pour le restant de sa carrière et jusqu'au départ à la retraite, si on va jusque-là, et après, évidemment, en fonction des évolutions de carrière, mais en tout état de cause, il n'y a pas de limite à la titularisation. Y compris si on a des interruptions de carrière. Je pense par exemple à un congé parental, à une disponibilité ou à un temps d'affectation à l'étranger sous un autre statut. Quand on revient, on garde son statut de titulaire. C'est une qualité qu'on ne perd jamais dans l'exercice de ses fonctions tant qu'on ne démissionne. Merci, Monsieur Vial, pour ces éléments de réponse. C'était donc la dernière question. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live et merci aux experts d'avoir apporté des réponses claires et précises. N'oubliez pas que les inscriptions au concours ont lieu jusqu'au 2 décembre. Si vous êtes intéressé, vous avez encore donc 10 jours pour vous renseigner et vous inscrire sur devenirenseignantgouv.fr. Ce live sera à voir et à revoir bien évidemment sur les comptes Instagram de Univ La Rochelle, Univ Poitiers et Académie de Poitiers. Passez une excellente soirée, à très bientôt. Au revoir.